que veut le nouveau Front populaire? La Voilà. question, une merveilleuse question. Que veut le nouveau Front populaire? Merveilleuse question, ben, il veut le pouvoir, c'est tout. Il veut arriver aux affaires et il veut faire la révolution par la même occasion. Il y a des intentions cachées. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais il faut le redire, M. Mélenchon est un génie, puisqu'il a compris quels étaient les mécanismes démographiques, la dynamique démographique, et il sait très bien que d'ici 10 ans, 15 ans, il disposera d'une majorité absolue indéboulonnable, puisque les immigrés auront pris la place des Français. Le grand remplacement n'existe pas, tout le monde le sait, comme la résistance palestinienne n'existe pas non plus, parce que les Palestiniens ne sont pas des gens qui ont été dépossédés de leurs terres, de leurs biens, de leurs oliviers et de leurs terres. Revenons à nos moutons. Le moutons, c'est une pièce géniale qui s'appelle Topaz. Je vous recommande de la regarder avec Fernandel. Ça vous fera du bien par les temps qui courent. Ce sont tous les topazes du monde qui ont pris le pouvoir. Alors, ces gens ont compris. C'est ça la politique, c'est prévoir à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans. Et M. Mélenchon a tout bon. Tout bon. Alors là, il essaye de passer, il a mis le pied dans la porte. Et comme je le disais la dernière fois, il existe une chance qu'il puisse y parvenir. Donc la France sera ingouvernable. Euh, donc l'enjeu actuellement des prochaines élections, c'est de savoir si le bloc des droites, qui n'est pas ma tasse de thé, mais a-t-on le choix? Non, on n'a pas le choix. Le bloc des droites réussit à avoir une majorité à l'Assemblée ou s'il obtient simplement une majorité relative. Dans ce cas-là, la France est ingouvernable et tout est joué. Alors, c'est les gens, pour revenir à votre question, que veulent-ils? Que veulent-ils? Eh ben, voilà, arriver à mettre la main sur le pactole. Ce sont des pirates, c'est un parti pirate, mais au vrai sens du terme. Et comme M. Mélenchon l'a annoncé, avec les opposants et ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, on sera dur, hein, on sera sévère. On peut tout craindre, les arrestations se multiplieront, les expropriations aussi, puisque le programme, et on peut peut-être, si cela vous sied, venir à cela, au programme économique du nouveau Front populaire. Le programme, les socialistes sont des gens qui exproprient et qui pillent l'épargne, les richesses. On surtaxe, on retaxe encore. Et quand au bout d'un an ou deux, on l'a vu en 80 avec les deux ou trois gouvernements morois successifs, quand les caisses sont à plat, eh bien à ce moment-là, on met une dose de proportionnelle. Quand je dis à plat, c'est-à-dire vide. Hein. Quand les pneus sont crevés, on remet une dose de proportionnelle, on fait passer un coup un peu le Front National. Monsieur Pasqua applique la dure loi républicaine et redécoupe les circonscriptions électorales et le cirque recommence et il recommence jusqu'en 2024 puisque les Français, les vrais Français, ce qui reste de Français de souche dans ce pays, n'ont plus droit au chapitre et ils l'auront de moins en moins. Il ne faut pas trop compter sur M. Bardella pour nous réoctroyer ce droit. A dit aussi, je cite pour la dernière fois ici maintenant M. Mélenchon. M. Mélenchon a bien dit que les deux souches, les deux souches, que ce soit en France ou en Europe, commencent à poser un sérieux problème. Suivez mon regard. Que nous destine-t-il? Un Bantoustan, des réserves indigènes, le goulag. Enfin, on n'a pas de Sibérie ici, mais la vaccination à outrance hein, et la mort rapide du Rivotril pour tous. Voilà, on sera euthanasié avant l'heure.
quel est le programme économique du nouveau, ils mettent nouveau, Front populaire, ils se prennent pour les grands ancêtres, euh, qui ont ruiné la France et qui nous ont conduit tout droit à la guerre. Mais la guerre est à nos portes. Hein. Ils ont beau dire, ils ont beau faire. Ils n'aiment pas beaucoup les Russes. La russophobie est galopante et bien ancrée dans l'esprit de nos politiques de droite, de gauche, d'extrême ceci, d'extrême cela. Bon, alors, ce matin, puisque nous sommes le jour du solstice et de la fête de la musique, le Front populaire a donné une conférence de presse avec un certain nombre de guignols qui ont des bardés de certificats, de professorat d'économie, de je ne sais trop quoi. Et même les journalistes convaincus ne l'étaient pas tant que ça. Je vais vous résumer. C'est simple. L'argent, on ira le chercher là où il se trouve. Comme je viens de dire, on vide les caisses. Le socialisme est une économie essentiellement de prédation. Ce n'est pas une économie qui crée de la richesse. Donc on va augmenter le SMIC de 200 euros, ça c'est acquis, c'est-à-dire qu'on va ruiner nos PME, PMI, qui ne peuvent pas se permettre le surcroît, parce que l'argent coûte cher, et surtout le travail coûte cher dans ce fichu pays. Donc on va aller chercher l'argent où il se trouve, c'est-à-dire chez les riches, et maintenant je vous rappelle que les riches, c'est à partir de 4 000 euros. Une fois que vous avez payé votre loyer, vous payez tout, même vous avez payé les artisans pour entretenir à grands frais, parce que c'est toujours à grands frais, votre petite résidence secondaire que vous avez achetée péniblement pour vos vieux jours, eh bien, il ne reste pas tant d'argent que ça. 4 000 euros, ça file très vite. Si on considère que c'est ça la richesse. On reprend la bonne vieille règle de toujours, les riches paieront. Et voilà. Sauf que les riches, maintenant, c'est les classes moyennes. Alors, faire payer les super riches, mais on sait très bien que les super riches, eux, ont les moyens de se délocaliser, de se dépayser et d'aller mettre leurs billes ailleurs. Les super riches ne souffrent pas tant que ça. Vous remarquerez que tous les gouvernements de gauche ont, au cours des 40 dernières années, ont tous calé devant l'idée de faire payer les multinationales, qui pourtant font des profits dans ce pays, mais ne payent pas d'impôts sur ces profits ou sur ces super profits, ce qui serait pourtant logique. Également, il ne faut pas taxer comme on le fait, taxer le travail, taxer à outrance. Il faut taxer le travail de l'argent. Le travail de l'argent, voilà. Ça c'est pas un travail moral, le travail de l'argent. Et puis tout ce qui... on va pas faire un cours d'économie ici, mais les emprunts, il faut considérer que ce serait quelque chose à étudier, que les emprunts soient réputés remboursés le jour où le capital est remboursé, qu'on ne continue pas à payer à l'infini des droits sur un capital dont le montant a déjà été comme vous avez compris, a déjà été remboursé par le versement des intérêts. Une fois qu'on a, voilà, c'est une solution comme une autre. Il y en a d'autres. Sinon, il faudra bien un jour ou l'autre, en ce qui concerne la France, même dans nos grands médias, on parle de 5 000 milliards d'euros de dette et on ne parle pas de la dette privée, c'est-à-dire que la France est endettée à plus de 10 000 milliards d'euros. Peut-on le supporter? Non. Nos amis du Front populaire veulent rajouter de la dette à la dette. Grand bien leur fasse, seulement ça va durer encore un an. Le service de la dette, je crois, est de 25 millions, 250 millions par mois. Par mois. Si je dis une bêtise, encore une fois, ça n'a aucune importance. C'est un ordre de grandeur. Donc les riches paieront, mais on peut toujours abaisser le seuil de richesse. Bientôt, les ouvriers qui auront simplement un emploi seront bêtement taxés. Un dernier mot sur ce point.
Monsieur Sarkozy avait eu la bonne idée, c'était une bonne idée, de défiscaliser les heures supplémentaires. Et ben Monsieur Hollande, grand socialiste devant l'éternel, lui avait refiscalisé les heures supplémentaires. Donc en fait, si vous voulez inciter au travail, eh bien, il faut qu'il y ait une gratification, il faut qu'il y ait une récompense, il faut qu'il y ait un profit. Sinon, ben, on ne travaille pas pour des nefs. Là. Eh bien, c'est ce que peuvent faire les socialistes, encore plus de fonctionnaires. L'éducation nationale est une catastrophe absolue. On est dans un pays d'analphabètes totaux. Je ne veux pas dire, ne confondons pas analphabétisme et inintelligence. Des analphabètes parfaitement subtils. Regardez les films américains avec les mafieux, sont des gens d'une grande habileté intellectuelle. Ne parlons pas de leur férocité, mais ce sont des gens parfaitement, la plupart du temps, sont des gens qui ne savent même ni lire ni écrire. Mais ce sont de grands patrons. Donc ce sont deux choses distinctes. Ceci dit, si on veut produire des ingénieurs, il vaut mieux avoir des gens qui aient un certain bagage intellectuel. On n'en prend pas le chemin. Juste un dernier mot. Comme on n'a pas les moyens de construire des prisons, eh bien, il est prévu de libérer 16 000 délinquants. Je rappellerai que ceux qui aujourd'hui sont derrière les barreaux, ce ne sont pas des petits délinquants, ce sont toujours des multirécidivistes et des délinquants graves. On n'est pas enfermé de nos jours, sinon on vous met un bracelet, là, un bracelet de repérage, on vous le met au pied. Et non, on ne va pas en prison, sauf si évidemment vous êtes un délinquant ayant commis un crime contre la pensée. Alors là, les crimes idéologiques sont les pires crimes qui soient. Vous pouvez violer, tuer, faites tout ce que vous voulez. Ça, c'est licite, sans dire que c'est véritablement et ouvertement encouragé. On sait que ça bénéficie de l'indulgence plénière du jury. Nécessairement. Nécessairement, on a investi, je crois, presque 20 milliards de dollars, non pas de dollars, c'est le dollar européen, ça s'appelle l'euro. Mais on a investi plusieurs milliards pour nettoyer l'eau de la Seine, elle est toujours aussi sale, et on risque des diarrhées, des conjonctivites, toutes sortes de saloperies. Donc l'inauguration sur la Seine, je ne m'en félicite pas, parce que c'est un bel événement. J'aurais voulu que la France brille. Euh, non, mais enfin, quand vous pensez que maintenant, place de la Concorde, là où on a guillotiné Louis XVI, il y aura des épreuves de street dance. Je ne sais pas très bien ce que c'est. Ça peut être très élégant, mais enfin bon, ce sont des jeux du. C'est bon pour le cirque, c'est bon pour les cabarets, c'est bon pour les estrades de music hall. Est-ce une discipline olympique? Où est l'olympisme? Maintenant, il y a des mécènes, des sponsors, des parrainages hyper capitalistiques. J'ai même vu que cet homme plus qu'honorable, le joueur de tennis Djokovic, là, enfin c'est un grand professionnel, il va participer au tournoi olympique des Jeux. Là, je comprends pas. Pour moi, autrefois, l'olympisme, c'était réservé aux amateurs. Alors, bien sûr, les gens de l'Est trichaient. Le policier d'Allemagne de l'Est, qui avait, c'est vrai, une salle d'entraînement dans son grenier, c'est des gens courageux, était quand même soutenu, encouragé, suivi par son institution. Mais enfin, c'était pas, il restait quelque chose du sport, qui est un engagement euh, individuel, personnel, héroïque même, on peut le dire dans certains cas. Moi, j'admirais beaucoup dans mes jeunes années le tel Australien qui courait des heures et des heures durant, pieds nus, sur les plages de son pays, pour s'endurcir et pour essayer d'égaler les Kenyans ou les Éthiopiens marathoniens de naissance. Voilà. Maintenant, nous sommes tout loin de tout cela, même si ce sont toujours des Kenyans et des Éthiopiens qui gagnent les courses de grand fond.
finalement, quelles sont les forces qui s'affrontent dans cette élection? On a vu que, soi-disant, les acteurs du Proche-Orient s'invitent, et c'est ça l'objet de la grande querelle avec la France insoumise et le rejet par un certain nombre de Français, notamment des Français de confession juive, de la France insoumise qui se serait ralliée non pas vraiment au Hamas, mais à la cause palestinienne en général. D'ailleurs, il faudrait faire le distinguo, Hamas, terroriste, et cause palestinienne en général. Mais on crée des confusions. Alors, d'ailleurs, la confusion est intéressante puisqu'il y a quelques mois, quelques années, on a vu apparaître ce nouveau concept, cet amalgame sémantique entre antisémitisme et antisionisme. Antisionisme, mais enfin bon, les mots n'ont plus de sens. Hein. On dit que Maurras était antisémite, mais antisémite, il n'était pas au sens allemand, il détestait l'Allemagne, surtout l'Allemagne nazie. Je parle de Maurras. Il pratiquait un anti-judaïsme d'État, mais l'anti-judaïsme de tradition chrétienne n'est pas de l'antisémitisme. Ça n'a rien à voir avec une dimension, une quelconque dimension raciale. Alors revenons là-dessus. En fait, ce qui est intéressant, on a vu les Klarsfeld, surtout Papa Klarsfeld, le grand chasseur de nazis, puis son fils aussi, qui avait multiplié ces temps derniers les déclarations à propos d'Israël. Papa Klarsfeld prendre ouvertement fait et cause pour le bloc national. C'est tout à fait intéressant en disant sans hésiter je voterai pour eux. Filkenkraut l'a fait aussi sur CNews, mais en tortillant des fesses pour ne pas chier droit. C'est son habitude. Pardonnez-moi ces familiarités un peu vulgaires, mais qui sont à l'image de notre époque, comme M. Biden était à l'image de l'Amérique, une Amérique sénescente. Je ne dis pas une Amérique moribonde, mais une Amérique qui perd du terrain sur le plan moral, mais même si elle reste éminemment puissante au plan militaire et économique, mais qui devient petit à petit dont les bases se minent. Donc, M. Klarsfeld reflète quelque chose un phénomène très intéressant. Il représente le sionisme, qui est une forme de nationalisme. Je l'ai souvent dit, de conversion à la culture de la gentilliste. La gentilliste, ce sont les non-juifs, hein, les genteilles, gentilhommes, les gentils, ce sont les gens, les gens du cru, c'est-à-dire selon les païens, si vous préférez, les mécréants, c'est les gens de la terre. Eh bien, c'est converti, comme Hérode le Grand s'était converti à l'époque, et les Juifs de l'époque avaient été d'ailleurs poursuivis par les zélotes et les fameux sicaires, qui poignardaient non pas des soldats romains, mais qui poignardaient des gens de leur corps religionnaire qu'ils trouvaient un peu trop tièdes. Eh bien, le choix est fait, on l'a dit, c'est un proverbe allemand ou un proverbe yiddish, heureux comme Yahvé, Jéhovah en France, heureux comme Dieu en France. Ces gens-là considèrent que la France est non seulement une terre d'accueil, une terre de relais, même s'ils aiment Israël et même s'ils veulent un Israël puissant, ils ne désirent que ça. Ils veulent des liens au fond entre Israël et la France, et ils incarnent ce que j'appellerais une forme de beaucoup de gentils s'y sont convertis d'ailleurs, de national-sionisme. Et les autres, qui ne sont pas plus antisémites que cela, même s'ils sont pro-palestiniens, les gens, ce sont des cosmopolitistes, globalistes. Ils sont proches de la judéité new-yorkaise. Donc, on retrouve toujours, à travers la question juive en France, l'opposition entre peuples plus ou moins enracinés et nationalitaires, je n'ai pas dit nationalistes, nationalitaires,
face aux globalistes qui veulent la destruction des nations, l'atomisation, la fragmentation, et la désidentification des hommes, des personnes, la destruction de la famille, c'est-à-dire la grande culture satano-LGBTiste plus Q, c'est-à-dire la déconstruction de l'humain, ce à quoi s'opposent d'ailleurs les sionistes et les juifs traditionnels, avec des nuances, mille et une nuances, puisqu'il n'y a pas un judaïsme, mais des centaines de judaïsmes, des milliers de judaïsmes, comme l'islam n'est pas non plus un bloc, ça serait une erreur profonde de le croire. Donc on voit s'opposer à travers Monsieur Klarsfeld qui va franco de port. Hein. Je voterai pour le bloc national. On voit bien qu'il y a une opposition frontale maintenant entre les mondialistes et ceux qui veulent garder des positions, un enracinement, que ce soit dans la terre d'Israël ou que ce soit dans la terre de France. Alors j'entendais, et je termine là-dessus, un court entretien avec des gens qui disent mais à propos du viol d'une petite fille, alors on dit une jeune fille, enfin à 12 ans, mais enfin apparemment les choses sont beaucoup moins claires et beaucoup plus troubles donc qu'il n'y paraît, puisque parmi ces violeurs il y avait eu un de ses petits amis qui a 12 ans, ça paraît extraordinaire, mais c'est comme ça, ce sont les mœurs modernes. Elle disait mais les juifs où vont-ils aller? On a envie de lui dire, mais écoutez, si vous êtes juif, vous pouvez aller en Israël. Mais apparemment, Israël ne les tente plus. Il disait, mon pays, c'est la France. Ben, on est bien content. Il y a donc un nationaliste judéo-français. Ça serait plutôt une bonne nouvelle si c'était vraiment confirmé et avéré. Et si les intérêts coïncidaient. D'ailleurs, il y a un homme politique qui n'a pas totalement réussi et qui incarne cette tendance, c'est Monsieur Zemmour. Voilà. Et qui a tenté l'union, je dis pas l'union impossible, mais le mariage, non pas de carper du lapin, mais du lapin gambadeur et de la carpe indigène, en espérant que M. Zemmour soit sur le fond très très et profondément sincère lorsqu'il veut défendre les intérêts des indigènes, les primo-occupants de ce pays.